qui est important là, c'est quand même de souligner que cette période fœtale, cette vie intra-utérine, est vraiment déterminante pour la santé future. Et les perturbateurs endocriniens, s'il y a une exposition pendant cette période, ça va affecter non seulement l'enfant qui va naître, mais aussi l'adolescente, l'adulte. Et il y a très peu d'études qui sont faites sur, par exemple, les maladies neurodégénératives. Donc, l'idée clé, c'est que le développement fœtal est une période critique d'exposition et ma préoccupation, c'est cette hormone thyroïdienne qui va être nécessaire pour le développement du cerveau. Alors, on l'a dit beaucoup, qualité du sperme réduite, un couple sur 6, infertilité, cryptorchidie, une femme sur 8 développe un cancer du sein, problème de thyroïde. Obésité, très liée à la perturbation endocrinienne. Et évidemment, les maladies neurodéveloppementales qui connaissent une augmentation exponentielle. On vous a parlé tout à l'heure de cette augmentation d'autisme, surtout aux États-Unis, mais aussi là où on veut bien regarder en Europe. Et une corrélation n'est pas une indication de causalité. On va l'entendre beaucoup de fois. Mais quand même, quand on voit que la production de l'industrie chimique a augmenté de 300 fois depuis les années 70, et ça c'est donc après Rachel Carson, okay? Donc on a déjà eu une augmentation pendant la période des années 30, années 40, et depuis 70, une augmentation de 300 fois, que ce soit dans les pays développés ou des pays en voie de développement. Et ça, c'est des données des Nations Unies. Hein. Et si peu de ces substances ont été testées. Ça, c'était un article de Scientific American qui est publié sous forme pour la recherche en France. Et 50 000 de ces produits sont des substances sont produites à une forte production. Seulement, il y a 8 ans, 300 étaient testés et le nombre qui était limité, qui incluait les produits comme les pesticides, comme le DDT, était seulement 5 étaient limités dans la distribution ou l'utilisation. Donc vraiment, c'est pour ça que, comme j'ai dit, quand je suis sortie de cette réunion à l'OCDE, j'ai compris qu'il fallait quand même accélérer et faire des tests qui étaient quand même plus rapides que ceux qu'on voyait. Donc, juste quelques illustrations. Augmentation du cancer du sein. On pense souvent que c'est du dépistage, mais cancer des testicules, qui a connu une aussi forte augmentation, on sait, là, il n'y a pas de dépistage pour le cancer de la testicule. Ça, les jeunes hommes qui en souffrent, malheureusement, c'est une fois que c'est bien déclaré qu'ils vont consulter. Donc, vraiment, ce n'est pas simplement une histoire de dépistage. Et voilà ma préoccupation. Tout à l'heure, on vous a parlé qu'il y a des chiffres plus récents qui viennent d'une autre source. Le fait est que ces données ont été collectées 4 années avant. Ils sont publiés en 2016 et on attend instantanément sous peu la publication de ce groupe pour 2018. Et déjà, c'était assez effarant de voir qu'il y avait 1 sur 68 enfants. Et une chose qu'on ne comprend pas, pourquoi c'est sur 5 enfants qui vont être diagnostiqués avec autisme, il va y avoir 4 garçons et seulement une fille. Vraiment une question très, très, très bizarre, très difficile à traiter et sur laquelle on peut quand même se pencher. Et donc, est-ce que c'est plus parce qu'il y a un changement de diagnostic? Mais absolument pas. Pendant les années 2000 à 2013, il n'y avait aucun changement de diagnostic. On pense beaucoup à des interactions entre le gène et l'environnement, parce que jusque maintenant, bien qu'il y ait quelques cas
autisme qui sont bien démontrés d'être dus à un problème génétique. La plupart ne le sont pas. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que parmi les enfants diagnostiqués avec l'autisme, il y a 40 à 50% qui ont des QI de moins de 70. Et ça, voilà. Okay? Ce n'est pas évidemment que tous les enfants autistes, parce que vous avez aussi les Asperger qui sont particulièrement doués, mais quand même, si on regarde les distributions par État, vous allez trouver 40 à 50% diagnostiqués avec un QI de moins de 70. Déficit d'attention, aussi des statistiques aux États-Unis, 14% des garçons. Alors, est-ce que c'est étonnant? Ben non, comme a dit Linda Birnbaum, directeur de la National Institute of Environmental Health Science. Ben non, ce n'est pas si étonnant que ça. Nous vivons dans une soupe chimique. Nous absorbons, nous respirons, nous mettons sur notre peau tous ces produits chimiques. Alors, encore un tout petit peu de science quand même. Plusieurs de ces produits sont des produits halogénés, c'est-à-dire qui sont substitués en brome, en chlore ou en fluor. Et ça, c'est un peu embêtant parce que l'hormone thyroïdienne, dont j'ai parlé brièvement, qui est produite par la glande thyroïde ici, est la seule molécule complexe qui contient un halogène dans notre corps. Ça contient de l'iode. C'est pour ça qu'autrefois, on parlait du problème du crétinisme avec le crétinisme des Alpes. Même en Savoie, il y en avait quand même des problèmes. Là où on était loin de la mer, on manquait de l'iode dans le sol, et donc il y avait un problème de crétinisme. 1850, la France a quand même eu la bonne idée d'envoyer des géologues dans toutes les régions de France pour voir s'il y avait une corrélation entre la quantité d'iode dans le sol et l'incidence de crétinisme et de goitre. Ils ont vu qu'il y avait quand même un bon 1850, presque il y a 200 ans maintenant. Et bien aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas du sel iodé, et ils devraient, parce que ça, c'est un peu tombé en oubli. Et bon, l'iode et les hormones thyroïdiennes sont essentiels pour le développement du cerveau. Et c'est pour ça que c'est le seul hormone qu'on teste sur chaque enfant qui naît en France aujourd'hui, et d'ailleurs dans le monde. On teste chaque enfant qui naît pour savoir s'il a assez d'hormones thyroïdiennes pour assurer le bon développement de son cerveau. Parce que sinon, eh bien, on va avoir un enfant avec un crétinisme sévère qui aura un QI de à peu près 35.